Bonjour, veuillez s'il vous plaît nous dire votre numéro d'équipe. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je montrerai le temps restant au 7, 4, 2 ainsi qu'à 30 secondes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo qui est entre les deux projecteurs. À tous les observateurs, le silence sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez s'il vous plaît éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Antoine Boirier, Chiasson Beauveau. Bonjour, c'est Mme Boringuet, la chancellerie du Canada. Bonjour, William Macron, associé chez Rouleau-Boissonneau. Bonjour, Carl Gagnon, contrôleur financier chez Boringuet. Bonjour, Simon Gélina, planificateur financier. C'est quand vous voulez. Bonjour, je suis la propriétaire de Boringuet Énergie Canada. Nous allons commencer par nous présenter. Mes collègues d'abord, Raphaël Ménard, Louis Costa et moi-même, Mia Donnet. Nous allons commencer par la présentation du développement de la présentation. Nous allons commencer par l'analyse qualitative de votre entreprise telle que mandatée. Nous allons poursuivre par l'analyse des ratios financiers, ensuite l'analyse des projets et nous allons terminer par nos recommandations. Votre entreprise possède plusieurs forces, telles que votre première entreprise a été établie il y a 8 ans de cela, donc vous avez une très bonne réputation mondiale, étant donné que vous êtes établi en France, en Espagne, et vous voulez commencer à vous établir au Canada. Vous possédez une vision verte des choses, vous voulez rendre votre entreprise plus écologique. Vous possédez comme valeur la coopération, la maîtrise, l'audace et l'engagement, que nous allons faire référence plus tard dans l'événement. Le défi serait l'endettement. Donc, je vais vous présenter les ratios. Nous avons calculé 4 ratios différents qui généralement représentent assez bien la situation financière de l'entreprise. Donc, le ratio de marge bénéficiaire brute, qui présentement est à 70%, l'année dernière était à 70% aussi, ce qui est un bon maintien. Par contre, pour nos recommandations, étant donné que vous êtes relativement seul à faire ce que vous faites, on n'a pas vraiment d'entreprise similaire auxquelles on peut comparer vos ratios, mais nous savons que généralement, dans les entreprises, pour la marge bénéficiaire brute, on essaie d'avoir un ratio le plus élevé possible, autour de 80% pour avoir entre vos revenus et vos achats. Suivi du ratio de résultat net, une bonne amélioration par rapport à 2021. Vous avez passé de 7,8% à 13,83%, ce qui est notable. Par contre, votre fonds de roulement, il est légèrement bas. Généralement, nous essayons d'avoir un ratio de fonds de roulement le plus près possible du 1, si même plus élevé. Le fonds de roulement, en fait, c'est pour chaque dollar d'actif que vous avez, vous êtes capable de rembourser la partie passif. Suivi du ratio d'endettement qui, lui, est quand même très élevé. Il y a une amélioration, par exemple, par rapport à l'année précédente, passé de 96 à 93%. Par contre, généralement, pour bénéficier de bons emprunts, on recommande un ratio d'autour de 75%. Donc, tout d'abord, nous allons commencer avec l'analyse du projet qualitatif. Je vais laisser ma compagne Mia vous présenter le projet. Les avantages
l'avantage que le projet représente serait, c'est un nouveau marché, vous serez les premiers à instaurer cette nouvelle technologie. Donc, il n'y aurait donc aucune concurrence. Il faut faire attention, par contre, de pas nécessairement vouloir obtenir le monopole, étant donné qu'il y a plusieurs lois qui régissent cela. Par conséquent, il y aura beaucoup de défis, dont les recherches qui seraient très coûteuses. Et comme on a vu plus tôt, le ratio d'endettement était quand même élevé, donc ça ne serait peut-être pas recommandé ou il y aurait des affaires à changer. Mon collègue Raphaël va continuer avec la présentation du projet. Donc, tout d'abord, comme on peut le voir, si on se... En fait, on va commencer en haut à gauche. On a le taux de rendement que vous espériez de 8 le nombre de projets, un projet que vous vouliez déterminer, les impôts de 20 qui vont avoir une importance et le taux d'inflation de 6 qu'on a pris en compte à partir de 2027. Pour l'année 2025, on est parti avec les états financiers de 2022 comme on avait. On les a appliqués et on a augmenté les chiffres comme indiqué. Comme on peut le voir, chaque année, le projet est rentable, génère du profit, mais le problème vient au niveau de l'année zéro de l'investissement qui engendre quand même une dépense de 10 millions. Et comme on l'a vu, votre ratio d'endettement est très élevé, ce qui devient compliqué pour aller chercher votre financement pour ce projet-là. On a pensé aussi à la passation de la charge directe. Comme on a un ratio d'endettement de 20 ça nous ferait une économie de 1,9 million. Par exemple, il faudrait avoir un siège social au Québec, parce que ça prend absolument de compléter une CO17 pour avoir accès à cette économie d'impôt du gouvernement du Québec. Ce qui ferait une énorme différence parce que, comme on peut le voir, si on prenait juste sur 10 ans avant, on aurait quasiment 2 millions de dettes, mais on arriverait finalement avec 100 000 au bout de la 10e année, ce qui ferait que le projet deviendrait rentable au bout de la 11e année. Vous nous avez demandé 10 ans, donc au bout de 10 ans, le projet n'est pas rentable, mais c'est un projet rentable à long terme. Ensuite, vous nous avez demandé la comparaison avec la subvention. D'abord, on a encaissé, on va voir l'écriture de la subvention, on a encaissé et qu'on a eu un revenu de subvention et qu'on est allé diminuer dans nos dépenses à long terme si on réussit à obtenir le 10 millions pour investir. Comme on peut voir, ça vient faire une énorme différence parce qu'au bout de 10 ans, on aurait quand même une dette, mais comme on réussit aussi à faire la passation à la charge directe, ça nous crée un profit de 1,4 million au bout de 10 ans. Ce qui est toujours le cas si on réussit à aller chercher le financement, qui est la grosse partie clé de notre difficulté dans ce projet-ci. Donc, je vais sauter aux annexes par contre. On avait fait l'analyse du projet. Pardon, veuillez m'excuser. C'est l'analyse du projet sans les subventions. Puis, on avait gardé aussi, on a mis le. Veuillez m'excuser un instant. Ça, c'est là. C'est ça? Non, c'est pas ça. Pardon. Vous nous avez aussi parlé du projet de 50. Vous vouliez instaurer 50 projets Wagabox au cours des. Jusqu'en 2030, puis qu'en 2030, les 50 soient utilisables. Le problème qu'on voit ici, c'est qu'on l'a réparti sur 5 ans, l'investissement initial de 5 ans, donc 100 millions, donc 10 à chaque année. Et à partir de 2027, on a tenu compte de l'inflation. Merci. Comme on peut le voir ici en haut, le projet devient seulement rentable au bout de 2055, ce qui représente 31 années d'investissement, quand même à des coûts très élevés. Comme on peut le voir, dans le total après impôt, ça descend rapidement, puis ça revient rapidement de l'autre bord, mais c'est des coûts qui sont très importants au début et qui peuvent engendrer des dépenses majeures très importantes qui viennent toucher notre ratio d'endettement. Est-ce quelque chose à rajouter là-dessus?
Nous avions fait le recalcul si toutefois vous obteniez la subvention, le ratio d'endettement passerait à combien? Le calcul avait été fait et on passait de 93% à 86,1%. Par contre, comme on l'a mentionné plus tôt, c'est obtenir le 10 millions initial de prêt qui va être vraiment complexe à avoir. Vous nous avez parlé aussi de votre virage vers de carboneutralité d'ici 2050. Comme on peut le voir, ça serait carboneutre d'ici 2050 parce qu'il serait en activité. Cependant, vous seriez seulement rentable au niveau du projet au bout de 5 ans plus tard. Donc, ce qui est très difficile à aller chercher et qui engendre énormément de difficultés. On a-t-il modifié? Non. Donc, pour ce qui est des recommandations, comme on l'a mentionné plusieurs fois, la liquidité immédiate est un très grand enjeu et c'est pourquoi on vous recommande de ne pas aller de l'avant, mais pas pour l'instant. En fait, comme on a pu l'apercevoir, c'est que c'est des projets qui sont énormément rentables au cours d'une très longue période. Donc, c'est pourquoi il faut trouver un moyen d'assurer sa liquidité immédiate et de pouvoir trouver du financement, qui est la partie importante. L'activité, c'est un projet très audacieux, mais avec une difficulté de maîtrise. Ouais. Comme vous l'avez constaté, effectivement, dû à votre manque de liquidité, votre ratio d'endettement vraiment élevé, c'est ce qui présentement fait que nous ne vous recommandons pas d'aller de l'avant. Avant d'aller de l'avant, nous vous recommandons vraiment de réduire votre ratio, de rembourser le plus possible votre dette que vous avez présentement de 7,7 millions environ pour être capable d'obtenir, pour réduire ce ratio d'endettement pour potentiellement obtenir un nouveau prêt pour pouvoir ensuite aller de l'avant avec le projet. Si, comme je vous ai mentionné, si tout de même vous décidiez d'y aller maintenant et vous trouviez la façon d'obtenir votre financement, votre ratio d'endettement diminuerait. Par contre, il ne diminuerait pas assez pour être considéré régulier en termes d'endettement. Comme on l'a calculé au tout début avec les ratios, on a vu que les ratios étaient en baisse, étaient en amélioration. Donc, c'est pourquoi on recommanderait aussi d'attendre 2 ou 3 années supplémentaires, de vraiment stabiliser l'entreprise, de permettre de se libérer des liquidités, de s'établir correctement, de voir aussi comment le marché se déroule, parce que vous nous avez parlé aussi d'une forte difficulté de trouver des clients, qui était une recherche constante, de pouvoir s'établir correctement au Canada et de pouvoir faire les démarches nécessaires en prenant son temps et en pas se brûlant les ailes, puisque c'est un projet très rentable à long terme, mais qui représente beaucoup de défis à court terme. Pour trouver une liquidité, vous pourriez vous associer avec d'autres de vos succursales, étant donné qu'ils pourraient vous faire peut-être un prêt, étant donné que la banque risque de refuser une somme aussi importante. Donc, avez-vous des questions? Moi, j'en ai une. Oui? Disons qu'on l'a confirmé, le projet à long terme est rentable. Ouais. Donc là, en ce moment, le plus gros enjeu, c'est le financement, mais aussi trouver des clients pour pouvoir installer nos Box. Avez-vous des idées pour nous qu'on puisse mettre de l'avant pour aller chercher ces clients-là ou accélérer le processus de trouver nos clients? C'est sûr que souvent, ce qui fait peur avec un projet comme ça, comme on l'a dit, c'est le financement, puisque c'est énormément un coût élevé au début. Mais je pense que de prendre son temps, de prouver avec des résultats fiables que ça marche et que ça peut vraiment changer la donne, surtout pour un pays comme le Canada qui vise la carboneutralité au courant des 25 prochaines années, d'avoir un projet fiable, solide, qui, oui, au premier abord, demande beaucoup d'investissement, mais avec des bases solides, permettrait de démarcher beaucoup de clients facilement.
Donc, l'objectif de ce que je comprends, ce serait de travailler l'image pour que les clients viennent plus à nous que nous, on les sollicite. Ça serait un peu de. En fait, ça serait d'aller voir, de renforcer l'image pour que quand vous allez les voir ou que les gens s'intéressent de plus en plus à des projets de carboneutralité, que l'image soit forte et qu'on n'ait pas peur de s'investir, même si les coûts ont l'air importants. Okay. En fait, je comprends que là, avec les difficultés financières, le taux d'endettement qui est élevé en ce moment, peut-être on peut regarder dans nos autres sociétés à travers le monde qui ont des liquidités, mais est-ce que vous avez d'autres recommandations, d'autres solutions pour nous pour limiter notre investissement dans une nouvelle Wagabox? Vous pourriez augmenter le nombre d'actions que vous émettez. Donc, en émettant un plus grand nombre d'actions, vous pourriez aller chercher de la liquidité de cette façon-là. Vous pourriez aussi aller chercher de la liquidité, aller la chercher dans vos bénéfices non répartis des années antérieures. Vous en avez un petit peu quand même. Il y a ces places-là aussi, vous pouvez aller la chercher. Par contre, la seule chose qui est à faire attention avec les actions, c'est de ne pas se retrouver dans une position défavorable où vous perdez le contrôle de votre entreprise. Donc, ça peut être soit d'émettre qu'on appelle des actions privilégiées qui sont uniquement dans le but de recevoir de l'argent, qui vous fournissent des liquidités, mais qui n'ont pas de contrôle dans votre entreprise. Parce que c'est vraiment la partie importante, c'est de garder le contrôle de votre entreprise si vous émettez d'autres actions. Si on ajoute un autre actionnaire, quel genre de mesures on pourrait prendre un peu pour se protéger, nous, parler du contrôle, mais dans d'autres contrôles? En fait, la manière de sécuriser le plus rapidement, le plus fiable possible, c'est avec un notaire, c'est une convention d'actionnaire qui est vraiment d'établir les bases de la relation, de permettre d'avoir des clauses de l'achat si jamais vous avez vraiment un membre dissident qui fait comme un peu bande à part, de pouvoir garder le contrôle pareil. Si quelqu'un décidait de quitter, d'avoir des options de l'achat pour garder le contrôle et pas qu'il les revende à quelqu'un d'autre de son plein. Donc c'est vraiment une convention d'actionnaire qui serait le préférable pour vous protéger. J'ai une question aussi. Vous avez quand même parlé de l'avant pour l'instant, d'attendre de stabiliser l'entreprise. À partir de quel moment on pourrait dire, OK, là c'est un go, on parle avec le projet de Wagabox, est-ce qu'il donne des indicateurs sur les ratios on n'a pas particulièrement regardé les ratios sur les prochaines années. On a vu qu'il y avait une amélioration constante, que les 2 dernières années montraient une augmentation tranquillement pas vite. Donc, ça serait de voir quand les ratios vont permettre de s'accélérer vraiment, parce que plus vous allez itérer plus vous allez rembourser l'endettement, plus vous allez avoir une liquidité pour vous rembourser l'endettement. Donc, ça peut prendre 3 ou 4 années de vraiment stabiliser. En plus, c'est sûr qu'on arrive avec un côté un peu disant que le ratio d'endettement est haut, mais tous les chiffres sont dans le vert. C'est vraiment que c'est un indicateur qu'il faut surveiller et qui est un peu dangereux. Mais tout le reste des chiffres sont ouverts et c'est juste de vraiment s'établir, de ne pas brûler les étapes, de solidifier ses bases avant de poursuivre dans des projets aussi gros et coûteux, mais qui peuvent apporter une rentabilité espérée au bout de plusieurs années. Un temps pour une petite dernière? Ouais. Niveau défi, vous avez parlé de la loi sur le monopole. Ce serait quoi les enjeux qu'on a, nous, à titre d'entreprise avec cette loi-là? Est-ce que tu étais plus à l'aise? En fait, les enjeux sur le monopole, c'est surtout des enjeux pour éviter qu'une entreprise se retrouve avec le seul contrôle d'un produit, puis qui devienne mettons, être, je vais dire, dictatorial, de dicter ses prix, de faire comme ils veulent. Il y aurait sûrement, c'est sûr que vous êtes seul dans votre sphère d'activité, merci. Donc, ce qui peut engendrer des problèmes, des difficultés, c'est sûr que avoir un monopole, si vous décidez d'établir un monopole, en fait, vous établissez juste au Québec, vous créez probablement un monopole au Québec, ce qui ne serait pas le cas au Canada. Donc, probablement de répartir vos usines un peu partout à travers le pays
ferait que vous ne seriez pas aussi imposant que si vous étiez concentré dans une seule région, puis de prendre le contrôle de tous les sites d'enfouissement au Québec, mais là, vous deviendriez un monopole au Québec. Mais en s'étalant sur plusieurs provinces, on n'est pas un monopole, puisqu'il y a beaucoup d'autres sites accessibles pour un compétiteur qui voudrait s'ouvrir aussi à ces marchés. Ça va être tout pour la période de questions. Merci.